Sarah Dombray, je suis très heureux de vous retrouver pour une rentrée littéraire que vous mettez en œuvre au titre de deux collections que vous avez créées dans la maison d'édition Névrosée que vous venez de créer. Une collection qui est connue maintenant, Femmes de lettres oubliées, et une nouvelle collection qui va démarrer en novembre sur le versant masculin, disons, de cette part de la littérature belge qui est un peu escamoté ou tombé dans l'oubli, une collection que vous avez joliment intitulée Les sous-exposés. Mais avant d'entrer dans le détail de ces deux nouveaux catalogues qui vont apparaître à la rentrée, j'aimerais que vous nous disiez d'emblée comment vous voyez, vous, jeune éditrice, nouvelle éditrice venue sur le marché du livre, comment vous voyez cette rentrée si particulière de septembre 2020? Je suis trop jeune encore pour avoir un historique avant Covid de rentrée littéraire. Donc c'est difficile de répondre évidemment par rapport à l'impact du Covid sur la rentrée littéraire. Mais par contre, depuis le début, donc l'aventure a commencé il y a un peu plus d'un an, mais avec une collection qui est sortie en novembre, donc il y a même pas un an. Notre position par rapport à la rentrée littéraire a toujours été assez claire. C'est que on savait qu'on n'était pas Gallimard, qu'on n'était pas un gros acteur, qu'en plus on débutait, on était nouveau, et on voulait pas. C'est déjà difficile en fait d'avoir une visibilité en temps normal, et donc on voyait plutôt ce phénomène de rentrée littéraire comme le moment où qu'il fallait pas choisir en fait, parce que tout le monde se pousse déjà au portillon, et donc nous on a un peu toujours considéré que notre rentrée elle était décalée par rapport à ce moment-là, qui est peut-être le pire moment pour sortir un livre et lui donner une visibilité. Alors après, c'est un peu délicat parce qu'il y a quand même une attente. Et donc, on considère quand même que, tiens, quelle est la rentrée de Névrosée en septembre? Mais voilà, nous, la rentrée, c'est les livres qu'on a sortis jusqu'ici. Et puis, en fait, notre vraie rentrée, nous, on la considère comme se passant plutôt en novembre parce qu'on estime que les gens ont plus de temps. En fait, il n'y a pas cette cohue du livre. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu les précédentes interviews que nous avons faites ou qui ne vous ont pas encore entendu présenter la collection Femmes de lettres oubliées, est-ce que vous pourriez nous résumer un peu quelle a été votre démarche? À partir de quel moment vous êtes-vous dit il y a une littérature belge féminine qui est ignorée, belge francophone féminine qui est ignorée, je veux faire quelque chose pour la rendre, lui redonner la lumière qu'elle mérite? Mais en fait, je me suis d'abord rendu compte, vraiment un phénomène de lectrice, hein. Je me suis d'abord rendu compte en tant que lectrice qu'il y avait une littérature féminine qui n'avait pas beaucoup de visibilité et qui était oubliée, voire en passe de l'être. Ensuite, je me suis rappelé moi-même que j'étais belge, alors qu'en tant que lectrice, je me suis rendu compte aussi que c'était quelque chose que je n'y avais jamais fait attention. En fait, j'avais toujours assimilé ma propre culture littéraire à la culture littéraire française. Et donc, ça a été il y a eu une double prise de conscience. D'abord, que ces femmes, leurs textes n'étaient plus disponibles et que même leur nom n'était pas connu. Et puis qu'en fait, la littérature belge elle-même était dans une sorte de no man's land parce que le Belge lui-même considère que sa culture littéraire, c'est la culture littéraire française. Et donc, j'ai à la fois découvert la littérature féminine oubliée, je veux dire même dans son ensemble, même des auteurs français ou même des auteurs d'autres pays, et j'ai découvert la littérature belge. Alors, dans un premier temps, comme mon objectif, c'était les femmes, c'était vraiment un objectif de lectrice, donc c'était une curiosité. Je voulais voir c'était quoi cette production littéraire belge féminine et me rendre compte par moi-même. Parce que c'est vrai que quand des œuvres ont été oubliées, on a un peu, je pense, inconsciemment, on se dit que c'est que ça valait pas la peine. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est un préjugé contre lequel il faut se battre parce que malheureusement, on se prive d'œuvres qui sont considérables. Et donc, à la base, c'était vraiment de la curiosité. Je voulais prendre connaissance de cette œuvre. Et j'étais, moi, en tant que grande lectrice, j'étais outrée de voir les conditions dans lesquelles j'arrivais péniblement à prendre connaissance de ces œuvres. D'abord, trouver les noms, trouver les noms des œuvres, et puis essayer de faire un peu un catalogue. Et ensuite, la plupart, on en trouve
un peu sur le marché de l'occasion pour ce qui était des femmes, mais pas beaucoup du tout. En plus, comme c'est souvent, comme on a cherché des œuvres qui étaient dans le domaine public, mais donc qui sont très anciennes, c'était parfois des éditions. Moi, je me souviens un jour sur le marché de l'occasion, je cherchais un livre, mais pour en prendre connaissance, je ne savais pas ce qu'il valait, si ça allait me plaire ou pas. Et le prix du livre que j'avais retrouvé, c'était 300 euros. Donc évidemment, on ne peut pas commencer là-dedans. Donc il y a beaucoup de livres ont été consultés, photocopiés, scannés à la KBR ou aux AML. Mais il y a aussi la base de données Gallica qui, même pour les Belges, fait quand même un travail considérable. Mais ça reste des photocopies de l'œuvre originale qui ne sont pas toujours faites dans des conditions exceptionnelles. Et surtout avec Gallica, c'est parfois partiellement illisible. Donc, j'étais outrée de me dire c'est quand même pas normal que que ma curiosité ne puisse pas être comblée de manière un peu plus confortable. Et donc, comme j'avais moi-même édité mon livre, expérience que j'avais trouvée assez drôle au demeurant, je me suis dit dans un premier temps de manière tout à fait naïve, eh ben finalement, puisque j'ai su faire une maquette pour mon livre, je vais faire un programme de reconnaissance avec Petite tous ces parenthèse, textes. votre livre, c'est un roman, Nos membres fantômes, que vous Oui, avez publié aux éditions des Brosées. oui, C'est un mais roman. je pense que je suis quelqu'un qui est fort concerné ou touché par tout ce qui est la mémoire, par ce qui est les choses qu'on porte en soi et dont on n'a pas conscience, et que c'est intéressant d'en prendre conscience, ou en tout cas de s'intéresser. Et j'aime pas l'idée de se dire que soit on a tout inventé, soit qu'on n'a rien à aller chercher dans ce qui s'est passé hier, parce qu'on se rend compte que parfois des problématiques ou des polémiques qu'on pense tout à fait neuves ont été sous un autre angle abordées ou déjà réfléchies, et il y a des choses, on a tout à apprendre de ce qui a été fait par nos ancêtres. Donc c'est vrai que la mémoire est quelque chose qui, moi, m'est particulièrement cher et important. Ce qui Et est le une des roman que j'ai thématiques de écrit est votre roman. déjà un Ah, roman. ce qui est une Voilà, des thématiques de vos romans, avec ce beau tout à fait. titre, Nos membres fantômes, qui sont ces membres dont une personne peut être amputée, mais dont il ressent Il encore ressent alors la qu'il n'a plus. présence. Alors C'était revenons l'idée de faire un peu tout à une fait. analogie avec le syndrome du membre fantôme, mais en même temps, le membre, c'est aussi un membre de la famille. Et donc, voilà. Tout à fait. Revenons à la collection, et vous disiez que dans l'esprit général du lecteur belge, ou simplement du belge francophone, sa culture littéraire est finalement nourrie essentiellement d'œuvres du patrimoine littéraire français de France. Comment est-ce que vous parvenez ou comment est-ce que vous mettez en œuvre une stratégie de marketing pour que justement cette situation change et que des livres comme ceux de Marguerite Van de Wiel ou de Marianne Pierson-Pierrin, pour citer deux romancières que vous avez publiées, comment faites-vous pour essayer d'atteindre ce public par le biais des écoles, par le biais de l'enseignement secondaire, qui permettrait de changer cette approche de la littérature purement franco-française de ce qu'en Belgique nous connaissons? Oui, je vais faire une petite digression avant de répondre. C'est même pire que ça, parce qu'en fait, c'est une sorte d'inconscience totale. En fait, on apprend ces auteurs, et en fait, on ne s'interroge pas sur leur nationalité. La plupart sont français, donc on fait un peu une généralité, je pense. Et bon, évidemment, avec le travail qu'on fait, on est souvent confronté à des petites anecdotes comme ça. Et ici, récemment, voilà, il y a quelqu'un qui mettait en commentaire sur les réseaux sociaux qu'elle avait étudié Maurice Carême à l'école, et qu'en fait, qu'elle découvrait aujourd'hui, hein, à l'âge adulte, qu'en fait, il était belge. Donc, c'est encore pire que simplement se limiter à des Français. On va être capable d'étudier un Belge et se dire il est français, parce qu'on considère que finalement, il n'y a que cette littérature-là qui vaut la peine d'être étudiée. Je ne sais pas d'où ça vient vraiment, en fait, hein, mais oui, alors il y a tout un travail à faire, qu'il faudrait faire dans les écoles, parce que c'est sûr que ce sont les générations de demain qu'il faut avertir ou conscientiser en premier. Le problème, c'est que moi, c'est une toute petite structure, donc déjà, chercher les œuvres, trouver les œuvres, rééditer les œuvres, choisir les œuvres, lire les œuvres, trouver les ayants droit, c'est déjà un travail colossal. Donc, moi, pour le moment, j'ai pas encore eu, en plus avec le Covid, ça a été encore plus compliqué, et les écoles sont débordées avec ce qu'elles doivent maintenant mettre en place par rapport à toutes ces mesures sanitaires.
Donc, c'est quelque chose qu'on n'a, nous, pas encore pu mettre en œuvre, mais j'essaye pour le moment, alors, de me concentrer sur d'autres points. C'est le choix des livres. Je ne vais pas prendre un livre qui, historiquement ou scientifiquement ou littérairement, a une valeur. D'ailleurs, moi, je n'ai pas fait d'études littéraires. Je vais prendre un livre que j'estime toujours vivant. Pour moi, un classique, c'est quelque chose qui parle encore aujourd'hui, peu importe des circonstances dans lesquelles il a été écrit et du contexte dans lequel il a été écrit. Et on nous a parfois reproché d'avoir des préfaces qui ne mettaient pas assez en contexte le livre, mais c'est volontaire. Donc, le travail d'Espace Nord, par exemple, pour parler d'une maison d'édition patrimoniale qui réédite aussi des œuvres du patrimoine littéraire belge, n'est pas notre travail à nous. Notre travail à nous, ce n'est pas un travail scientifique. On veut toucher vraiment les lecteurs. Ça veut dire que, oui, c'est intéressant de remettre le livre dans son contexte, mais notre objectif, c'est que le lecteur prenne du plaisir à lire le livre, peu importe ce qu'il sait du contexte, peu importe s'il comprend les tenants et aboutissants de tout ce qu'éventuellement il y a de scientifique dedans. L'idée, c'est que ça le touche d'un point de vue humain, et je pense que c'est en touchant petit à petit les lecteurs et en leur faisant prendre conscience de l'existence de cette littérature qu'on pourra petit à petit faire changer les choses. Mais c'est, je pense, déjà une étape de se dire, eh bien, ces œuvres sont de nouveau disponibles. Ça, c'est déjà primordial pour qu'on puisse se rendre compte qu'il y a une littérature belge. Vous l'avez dit, les œuvres que vous publiez sont parfois dans le domaine public, parfois pas nécessairement, et donc il y a des ayants droit à retrouver, à convaincre parfois. Comment ça se passe ça, vous prenez votre téléphone, vous partez comme Hercule Poirot, pour citer un personnage belge, à la recherche des ayants droit, vous essayez de les convaincre de votre démarche qui n'est pas encore connue. Racontez-nous Et là, un on peu. est entre Tintin, Hercule Poirot. Enfin, on doit cumuler un peu les compétences, hein, parce qu'effectivement, euh, on pense directement, il y a la SABAM qui va avoir les infos, mais en fait, la plupart du temps, pour la plupart des autrices, elles n'étaient pas inscrites ou ils n'ont plus l'info ou les infos sont beaucoup trop vieilles. Donc, en fait, on va faire un travail de recherche. Alors, quand c'est un homme, on peut se dire qu'a priori, s'il y a eu des enfants, ils portent le même nom. Quand c'est une femme, souvent, d'abord, il faut savoir si le nom avec lequel elle écrivait était son nom d'épouse ou son nom de jeune fille, ce qui n'est pas toujours évident à savoir. Mais Certains utilisaient aussi des pseudonymes masculins, par tout exemple, à ce qui fait, tout complique à un peu fait. les choses. Et les hommes qui utilisaient des pseudonymes, enfin, c'est vraiment un parcours du combattant. Honnêtement, et il faut, pour un cas n'est pas l'autre, chaque cas est différent. Et je me rends compte qu'à chaque fois, je dois redoubler d'inventivité pour essayer de trouver les ayants droit ou même des informations. Parce qu'il m'arrive d'interroger des institutions en demandant des informations et ils me disent je n'ai pas connaissance des ayants droit. Et moi, je dois déjà, dans un premier temps, récolter des informations. Est-ce que la personne a été mariée ou pas, a eu des enfants ou pas, ou est-ce qu'elle est décédée éventuellement, où est-ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle a immigré en France, en Suisse, il y en a eu beaucoup. Et donc, j'essaie de récolter le maximum d'informations que je peux éventuellement récolter, mais parfois, c'est vraiment, je suis parfois effarée du néant en face auquel je me retrouve. Hein. Il y a 2 auteurs ici qui ont publié, pourtant, dans une maison d'édition parisienne, une collection qui s'appelait Le Sphinx. Et c'est pas vieux, puisqu'on parle de l'après-guerre, quoi, hein, ou même l'autre, un des deux, c'est les années 60. Donc, c'est Jean Marsus, qui était en fait une femme qui a publié sous le nom de Jean Marsus, qui a fait quantité d'adaptations radiophoniques de son œuvre, dont on trouve énormément d'infos dans les journaux. Eh bien, je ne trouve absolument rien sur, même pas sa date de décès, en fait. Je trouve même pas la date de décès de Jean Marsus, alors que c'est tout récent. Un autre exemple, c'est Gérard. Quel est son nom Il faut que je le de jeune fille? retrouve, parce que c'est Ah un oui, nom parce que compliqué. tant Donc, qu'à faire, mais je peux autant le lancer retrouver un appel, facilement. Hein. autant lancer un appel Mais oui, bah, j'ai fait, ça je fais. Hein, sur Facebook, je fais beaucoup d'appels, j'essaye de trouver, j'écris des mails à peu près à toute la planète. Mais Donc, voilà. alors le deuxième cas que vous Et vouliez. le deuxième, c'est Gérard Wim, qui était le pseudonyme alors, de euh, Willem, ou Jean Willem Stumpf.
Ça, j'ai trouvé sur les AML qu'apparemment c'était son pseudonyme, mais je ne suis même pas sûre que ce soit tout à fait ça. Alors, les AML, c'est Archives et Musées de la littérature, Archives c'est et Musées. un des centres de recherche. Et alors, oui, mais Gérard, ça c'est quand même incroyable parce que j'ai trouvé son nom. C'est toujours comme ça, hein. Je trouve des noms parfois de manière incidente. Donc, je faisais des recherches sur une revue belge. Il y a eu beaucoup de revues belges intéressantes qui ont été, qui ont vécu comme ça dans notre passé. Dans le passé de Belgique littéraire, et je faisais des recherches sur une revue, puis je tombe sur ces noms et je les note alors, hein, parce que je me dis tiens, je vais aller voir. Et donc Wim Gérard Wim en fait, est un de ces noms, et je ne trouve rien du tout. Pas une biographie, pas un article de journal, rien du tout. Je retrouve souvent, il y a beaucoup de données comme ça en ligne pour la Gazette de Lausanne, qui passait pas mal de pièces radiophoniques d'auteurs belges ou adaptations d'œuvres d'auteurs belges en radio. Et donc là, on trouve je retrouve absolument toutes les dates de programmation des œuvres radiophoniques, mais je n'ai aucune info sur même la date de décès de Gérard Wim. Je ne sais même pas s'il est décédé, en fait. Je suppose, mais... Je fais une petite incise puisque vous parlez de dramatique radio. Est-ce que dans vos recherches, vous trouvez parfois les enregistrements qui auraient été conservés de ces dramatiques radio qui sont diffusés? Il y en a énormément justement aux archives et musées de la littérature. Pour Jean Marsuche, par exemple, pratiquement tous les enregistrements radio sont en tout cas référencés. Je n'ai jamais demandé ni de reproduction, ni d'aller les écouter, mais ils sont tous référencés. Parce qu'il y aurait là peut-être aussi une tout à fait, oui, sensibilisation, un outil de marketing pour sensibiliser à des œuvres. Bien, revenons alors à votre maison d'édition. Alors, Gérard Wim et Jean Marcus, ce sont des hommes ou ce sont des pseudonymes de femmes? Jean Marcus, c'est le pseudonyme d'une femme, oui. Et Gérard Wim, c'est le pseudonyme d'un homme. D'accord. Alors, dans les romans, donc revenons à la collection Femmes de lettres oubliées, les romancières que vous rééditez, que vous republiez, couvrent finalement un siècle et demi, puisque la plus récente est Anne-Françoise, si je ne m'abuse, dont le nu-tête n'était plus disponible, ce qui, je dois dire, m'a fort surpris, parce que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès dans les années 80 quand il a été publié, et donc, des livres disparaissent comme ça, même parmi les plus récents. Tout à fait. Et alors ici, on pourrait dire que c'est parce qu'Anne-Françoise est décédée, mais je ne pense pas que ce soit le cas, puisque, par exemple, dans la collection sous-exposée qu'on lance en novembre, on réédite un titre de Jean-Baptiste Barognan, qui est encore vivant, qui continue à publier, qui est encore très actif, mais Lord John n'est plus disponible. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu et toute la problématique, c'est de voir que on est aujourd'hui quand même dans le milieu du livre, dans un milieu qui s'adapte un peu à la société de consommation et à ses fonctionnements. Et donc, on est dans l'immédiateté. Donc, on va faire les sorties, les nouveautés, les libraires fonctionnent avec les nouveautés, les livres vont rester 3 mois, ensuite ils sont remballés. Les éditeurs n'ont pas forcément la capacité de stocker toutes ces œuvres, et finalement, ces œuvres ne sont plus disponibles. Et ça c'est dramatique, parce qu'il y a des œuvres qui disparaissent, et c'est pas grave, et voilà. Mais il y a des œuvres qui sont quand même considérables et qui ne devraient pas disparaître. Donc, justement, peut-être qu'on peut passer maintenant à évoquer déjà votre rentrée masculine, la rentrée homme, on pourrait dire, de novembre. Alors, j'ai noté 6 noms parmi ceux que vous allez publier. Jean-Baptiste Barognan, vous venez d'en parler. Donc là, c'est Lord John que vous allez rééditer. Jean-Baptiste Barognan est bel et bien vivant, toujours actif, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce que ça lui a... vous l'avez contacté, j'imagine, vous avez parlé avec lui. Qu'est-ce que ça lui fait à lui de voir son Lord John republié? J'aime pas parler pour les gens. Hein. L'idéal, ce sera de lui demander, puisqu'il est encore vivant. Oui, bien sûr. Non, mais je lui demanderai, je recouperai l'information. Bon, voilà. Je pense que, voilà, en plus, il se fait que Lord John, ça, je ne le savais pas en le contactant et en choisissant ce titre, il se fait que Lord John est un titre qu'il a écrit et il a utilisé en tout cas son histoire personnelle avec sa maman et le décès de sa maman, et donc qui est un titre qui lui tient particulièrement à cœur. Donc forcément, voilà, s'il a accepté, de toute façon, c'est que ça lui fait plaisir. Hein. Et je pense, ne parlons plus de lui, évidemment. Mais peut-être que ça crée... Il faudrait lui demander, j'imagine que ça va créer... la question. Non, je lui poserai la question. Oui, j'imagine que ça va quand même créer une ambiguïté. À la fois,
je suppose qu'on doit être content de voir un titre qui nous est cher en plus être réédité. Et en même temps, c'est peut-être constater qu'il est plus disponible. Et ça doit peut-être créer une certaine nostalgie ou frustration, je ne sais pas. Mais donc, peut-être que c'est assez ambigu. Surtout Mais Jean-Baptiste voilà. Barognan est un éditeur et un des grands éditeurs dans la production littéraire belge, notamment chez Marabout, dont il a lancé plusieurs Marabout collections. Fantastique, et il a lui-même fait pas mal de choses pour les auteurs et des rééditions pour essayer de garder ce patrimoine aussi. Donc, je pense qu'il est sensible, en tout cas, à la démarche. Alors, dans les auteurs que vous publierez en novembre dans la collection sous-exposée, figure Jean Munot, dont là aussi on est surpris qu'il y ait des œuvres de Jean Munot qui ne soient pas accessibles. Et il se fait que c'est Jean-Baptiste Barognan qui est l'ayant droit. Donc là, vous avez Et qui a rédigé la préface. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, il se fait que Jean-Baptiste Barognan, pour la petite histoire, mais comme il était pour moi actif, connu, il n'avait pas du tout besoin de moi, entre guillemets. Hein, ça a été un concours des circonstances. Je l'ai contacté parce qu'il avait les droits de Jean Minot, que lui, par contre, je trouvais scandaleux que toute son œuvre ne soit pas disponible. Et on dit il est encore disponible, mais honnêtement, je pense qu'il doit y avoir un tiers de son œuvre qui est disponible, pas plus. Ce que je trouve vraiment dommage, hein, enfin, et préjudiciable pour le lecteur, la Belgique, et voilà. Et il se fait que quelques jours avant ma rencontre avec Jean-Baptiste Barognan, un homme qui m'avait contacté pour me faire part de ses suggestions, parce que j'essaye d'être interactive avec les lecteurs, et donc je suis toujours bien contente quand un lecteur m'écrit en me disant tiens, il y a aussi machin, ou il y a aussi et donc j'avais été le voir parce qu'il avait une bibliothèque considérable avec des choses anciennes que je ne trouvais plus, et il m'avait fait une petite sélection d'œuvres qui lui l'avaient touché, et il fait que parmi cette sélection il y avait Lord John de Jean-Baptiste Barognan, et je lui dis tout de suite ah mais non, Jean-Baptiste Barognan mais je le lis, puisque je lis les livres qu'il m'a conseillés. Et c'est vrai que moi, j'ai tout de suite un coup de cœur pour ce livre. Et je le regarde et je vois qu'il est plus disponible. Et comme je voyais Jean-Baptiste Barognan, ben je lui dis, tiens, en fait... Mais c'est une belle histoire, je trouve, dans la démarche que vous avez, d'être à la fois en présence d'auteurs dont on a perdu la trace et qui ne sont plus de ce monde et dont il faut retrouver les ayants droit, et puis ceux dont une partie des œuvres n'est plus disponible alors qu'ils sont encore bel et bien vivants et qu'on pourrait penser que leur œuvre est accessible. Alors, je vais C'est la même citer... chose pour un troisième nom, hein, le Rodenbach. Oui, Georges Rodenbach, effectivement. Là, Voilà, c'est donc Bruges vraiment la un morte est tout à fait classique. disponible, est un classique qui, à mon avis, est un des rares qu'on étudie encore à l'école, même si moi, personnellement, je ne l'ai pas étudié. Et je m'étais dit, je vais privilégier des auteurs qu'on ne trouve pas, mais en fait, face à des œuvres comme Jeu de rôle ou comme Le Carillonneur, C'est celui que vous publiez, le je Carillonneur. pouvais pas me résigner à dire non, je ne le fais pas. Et Le Carillonneur, c'est assez incroyable parce que dans toutes enfin, le peu d'œuvres ou d'essais sur la littérature belge que j'ai trouvé, tout le monde s'accordait à dire que la meilleure œuvre de Rodenbach, c'était Le Carillonneur. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on ne trouvait que Bruges la morte. Alors, Donc, j'ai lu Le Carillonneur et j'étais évidemment tout à fait enfin, oui, comblée, conquise. charmée, Conquise. conquise. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, les trois autres noms, donc nous avons cité Jean Munot, nous avons cité Georges Rodenbach et Jean-Baptiste Barognan. Les trois autres noms parmi les sous-exposés, dont on va parler brièvement parce que l'heure tourne, Horace Van Hoffel, Jacques Henrard et Alain Bosquet. Alain Bosquet, à nouveau, enfin, dans le... Attention, c'est Alain Bosquet de Torrent, hein, pas Alain Bosquet. Non, non. Donc, il avait mis le de Torrent pour justement se distancier de... Non, Alain Bosquet de Torrent. Il y a eu Le Cavalier de la Monalena qui a été disponible pendant assez longtemps, qui l'est peut-être encore, mais je ne crois pas. Mais par contre, aucune de ces autres œuvres ne sont disponibles, alors que voilà, et moi je connaissais pas du tout. C'est grâce, et ça c'est chouette aussi parce que c'est vraiment une aventure humaine. C'est Anne-Marie Laferre qu'on a réédité avec Le Semainier. Il a une connaissance évidemment sur notre histoire qui est pour moi un précieux trésor et parfois un raccourci. Et qui m'avait dit tiens, parce qu'elle connaît évidemment aussi mes affinités, et m'avait dit ça, il faut que tu lises. Et effectivement, je me suis dit, mais
fantastique. Et Anne-Marie Laffer, qui a été une promotrice de la littérature belge pendant des années et des années au cours de sa carrière de critique littéraire à la radio. Alors, Horace Van Noffel et Jacques Henrard, un mot sur chacun d'eux. Jacques Henrard, j'aime beaucoup, mais ce que j'aime bien, c'est que j'essaye vraiment, et ça c'est peut-être une qualité que j'ai, qui me permet d'avoir un spectre de lecture qui est très large. Et donc, moi, je peux m'enthousiasmer pour un texte qui va être très classique ou un texte qui va être fantastique, un roman policier, ou pour quelque chose qui va être plus populaire. Et Jacques Henrard, du Bleu dans les nuages, c'est Nelly, une femme qui n'a pratiquement pas d'éducation, qui n'a pas été à l'école, et elle parle. Donc, alors il y a des scientifiques ou peut-être des gens un peu plus guindés qui vont trouver que c'est pas de la vraie littérature, que c'est même pas écrit. Effectivement, c'est oral. Et ce que j'ai trouvé fantastique et fort dans ce livre, c'est quand on ne lit pas, on entend Nelly. Et je trouve que il faut pas mépriser ça, parce que pour pouvoir tenir en tant qu'homme, déjà, la voix d'une femme sur la longueur d'un roman, qui n'a pas d'éducation, qui parle pendant tout le récit, pouvoir le tenir de manière crédible, je trouve ça fantastique. Et alors, c'est à la fois drôle et en même temps, ça permet de se rappeler qu'il existe une chose qu'on oublie parfois, qui est cette sagesse populaire, qu'il ne faut pas mépriser et qui a parfois beaucoup de choses à nous apprendre ou à nous rappeler. Et donc le titre, c'est Du bleu dans les nuages de Jacques Bleu dans les Henrard. nuages. Et alors Horace Van Noffel, le tatouage bleu, de quoi s'agit-il? Alors, le tatouage bleu, à l'époque où il est sorti, il a été comparé à Moll Flanders de Daniel Defoe. Donc, c'est une femme qui, a priori, est l'innocence incarnée, mais qui, par amour, va se laisser plonger dans les milieux sombres de Paris, la prostitution, des cambriolages, vols, agressions, qui va faire de la prison, qui va sortir de la prison et qui va retourner en prison parce qu'elle est enfin, malgré le fait qu'on pourrait considérer que c'est une reprise de justice et donc le mal, elle a une sorte de fidélité à ses amitiés, à l'amour, qui fait que elle est prête à... Donc c'est un roman qui remet en cause toute une série de choses, et notamment le système carcéral et son utilité ou sa non-utilité. Et c'est très intéressant aussi. Et ce qui est aussi intéressant, évidemment, puisque au départ, l'aventure était une aventure qui se concentrait sur les femmes, j'aime bien aussi de voir comment des hommes ont pu analyser des psychologies féminines à des époques où on était quand même dans des tensions misogynes fortes, et le faire avec quand même énormément de perspicacité, de subtilité et de psychologie. Très bien. Sarah Dombray, on va interrompre ici cette interview. On la reprendra au fur et à mesure où les livres de la collection sous-exposés vont sortir pour qu'on entre un peu plus en détail dans l'analyse, cette fois-ci, de chacun des 6 livres que vous allez publier en novembre. Pour conclure cet entretien, quel est s'il fallait tirer un bilan en une phrase de cette aventure éditoriale dans laquelle vous vous êtes lancé il y a un peu plus d'1 an, qu'est-ce que vous tireriez comme conclusion? Est-ce que vous recommenceriez cette aventure-là si vous étiez 1 an et demi en arrière et que vous disiez, tiens, allez, je vais commencer à publier des auteurs et des auteurs inconnus, oubliés? Je dirais que je recommencerais, mais si j'avais conscience de ce par quoi je suis passée, je ne suis pas sûre que j'aurais eu le courage ou la folie ou l'audace de le faire. Je veux dire, parfois, je pense que ne pas savoir ce qui nous attend, c'est pas plus mal. Donc, et ça, j'essaye de garder à l'esprit, de me dire avançons. Et puis, n'ayons pas trop peur, mais c'est sûr que c'est à la base aussi pas mon métier, donc j'apprends tous les jours. Je suis pas une spécialiste de littérature belge, que du contraire, hein, puisque je pense que mes lectures se sont beaucoup plus orientées sur les Français, mais ça me permet de me rendre compte de la problématique. Donc, voilà, le bilan, oui, ce serait à faire, je le referai, mais peut-être parce que je me rends compte aussi de l'aspect essentiel de faire cette chose. Et parfois, je dis aux gens qui me demandent, je dis, mais il n'y a pas grand monde d'autre qui le fait, en tout cas avec un point de vue orienté lecteur.
et il faut bien que quelqu'un le fasse. Et parfois, souvent, je me dis, toute seule, je sais pas, enfin, je fais tout ce que je peux, mais il y a beaucoup plus à faire et parfois, il y a une vraie frustration. Peut-être que ne pas être spécialiste, comme vous le dites avec beaucoup de modestie, parce que connaissant votre bibliothèque, vous avez peut-être la bibliothèque de littérature belge la plus riche en ouvrages qui soit dans l'ensemble de l'univers francophone, mais sans être une spécialiste, peut-être que ça vous permet d'avoir une approche qui est beaucoup plus proche de la littérature en tant que telle, c'est-à-dire du récit, Oui. du style, de C'était la beauté. effectivement, parce que ça a toujours été pour moi un peu un complexe, hein. Et quand j'avais rencontré Jacques de Decker, il m'avait beaucoup rassurée sur ce point, justement, en me disant, mais justement, c'est une grande chance parce que je n'ai pas les préjugés que m'aurait enseigné une étude approfondie. Et effectivement, j'ai aucun préjugé, je ne connais pas les noms et je lis avec. Et je pense que si, par exemple, si j'avais étudié la littérature, j'aurais jamais eu l'audace de rééditer Du bleu dans le nuage de Jacques Henrard. Ça, c'est parce que vraiment, ça, c'est ma formation de lectrice, hein, entre parenthèses, qui fait que voilà, effectivement, j'ai un spectre beaucoup plus large et j'aborde en fait avec une naïveté et une innocence et peut-être justement dépourvu de tout préjugé des auteurs que d'autres. C'est comme Horace Van Hoffel, quand je l'ai lu, je ne savais pas qu'il avait été disgracié parce qu'il a collaboré à la fin de sa vie et pendant la Deuxième Guerre au Soir, qui était d'obédience nazie. Moi, j'ai lu toute son œuvre, hein, parce que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé d'un humanisme fou. Et donc, heureusement que je l'ai lu sans savoir tout ça, parce que peut-être je ne l'aurais pas lu, ou peut-être j'aurais eu des a priori. Là, je l'ai lu en étant vierge de tout a priori. Et c'est ça qui m'a permis de dépasser ce qui probablement était une erreur de jugement. De toute façon, aujourd'hui, c'est très difficile de juger. Voilà. Oui, vous évoquez Jacques de Decker. On peut sur Internet retrouver l'interview enthousiaste qu'il avait faite de vous lors d'une rencontre littéraire au théâtre des Riches-Clairs, où le public présent avait vraiment remarqué combien il pétillait de bonheur à voir que la littérature belge était réhabilitée grâce à une, Et on, une énergie comme la vôtre. Et on avait évoqué notamment la réédition qui va arriver aussi en novembre de Monique Alika-Watteau. Il était tout à fait enthousiaste et même presque frénétique à cette idée. Mais il faut savoir que cette réédition qui maintenant est en cours et le titre est choisi, hein, puisque tous les fichiers sont prêts, et qui sera, en tout cas pour commencer, parce que son œuvre est impressionnante, ce sera Je suis le ténébreux, avec en plus une peinture, puisqu'elle est également peintre, une peinture de l'auteur, ce qui est quand même assez toujours un peu magique. Et si cette réédition a pu voir le jour aujourd'hui, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a mis en contact avec Monique Watteau, suite justement à cet entretien de Riche-Clair. Très bien, voilà. Très bien. Eh bien, Sarah Dombré, merci beaucoup pour cet entretien et on reviendra vers vous à chacune des parutions. Et merci pour tout ce que vous faites pour tous ces auteurs qui vont pouvoir être à nouveau accessibles. Merci, Sarah Dombré. Merci beaucoup.